La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir, c'est ma sœur qui me tenait la main dans l'ambulance. Elle pleurait. Elle répétait sans cesse, « Je t'aime, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Je l'ai cru. C'était ma première erreur. Quand j'ai ouvert les yeux 47 jours plus tard, mon fiancé Daniel avait disparu. Mon appartement était vide. Et ma sœur Sarah portait ma bague de fiançailles. Pas une bague similaire. La mienne. Celle avec laquelle Daniel m'avait fait sa demande sur le toit de notre restaurant préféré, sous les guirlandes lumineuses, tandis que je pleurais de joie. Elle la portait comme si elle ne signifiait rien. Comme si je ne comptais pour rien. Mais voilà ce que personne ne savait, ni Sarah, ni Daniel, ni même ma propre mère. Il y avait un casier. Et qu'y avait-il à l'intérieur? De quoi anéantir tout ce qu'ils avaient construit sur mon corps inconscient. Je m'appelle Mia. J'avais 27 ans lorsqu'un chauffard ivre a grillé un feu rouge et a bouleversé ma vie en 3 secondes. Avant l'accident, j'avais tout prévu. Un emploi stable d'assistante juridique. Un bel appartement en centre-ville. Et Daniel, doux, charmant, parfait Daniel, qui était mon compagnon depuis 4 ans. Sarah était ma sœur cadette. De 2 ans ma cadette. Elle avait toujours été la plus jolie, la plus extravertie, celle qui, en entrant dans une pièce, faisait oublier à tout le monde les autres. Je ne lui en ai jamais voulu. C'était ma sœur. Je l'aimais de tout mon cœur. Quelle idiote j'étais. Les médecins ont annoncé à ma famille que j'avais 30% de chance de survie. Puis, quand j'ai survécu, ils ont dit que je ne me réveillerais peut-être jamais du coma. Les semaines ont passé. Ma famille a organisé une petite veillée de prière. On nous a envoyé des fleurs. Et entre les prières et les fleurs, Daniel et Sarah sont tombés amoureux. Du moins, c'est ce qu'ils racontaient à tout le monde. Je me suis réveillée un mardi matin d'octobre. L'infirmière a failli laisser tomber son bloc-notes. Elle a immédiatement appelé le médecin. Puis ma mère est arrivée en courant et pendant un instant, j'ai vu une joie pure illuminer son visage. Une joie pure et intense. Mais derrière elle, il y avait Sarah. Et derrière Sarah, il y avait Daniel. Ils se tenaient la main. J'ai cligné des yeux. J'ai cru halluciner. Peut-être les médicaments. Peut-être le coma avait-il affecté ma vue. Mais non. Mes yeux étaient parfaitement normaux. C'était mon cœur qui se brisait. Personne ne m'a rien expliqué ce jour-là. Il souriait. Il disait être heureux que je sois réveillée. Ma mère n'arrêtait pas de me caresser le visage comme si j'étais de verre. Daniel a dit, on se reparle bientôt, Mia. Concentre-toi sur ta guérison. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôpital, j'ai fixé le plafond pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop choquée pour pleurer. Mais j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me souvenir. Et lentement, petit à petit, j'ai commencé à faire des projets. Voici quelque chose que personne ne savait de moi. Être assistante juridique vous apprend une chose par-dessus tout documenté. 6 mois avant l'accident, Daniel et moi avions eu une étrange dispute. Il était très secret au sujet de son téléphone. Il est rentré tard 2 fois sans explication. Mon intuition me disait que quelque chose clochait. Je n'avais aucune preuve, mais elle ne m'a jamais trompée. Alors, discrètement, prudemment, j'ai commencé à rassembler les preuves. Des captures d'écran de SMS étranges aperçues par-dessus son épaule. Un ticket de caisse d'un restaurant où nous n'étions jamais allés ensemble. Une carte trouvée dans la poche de son manteau. Hier soir, c'était incroyable. S pour Sarah. J'ai tout imprimé. J'ai tout rangé dans une enveloppe scellée. Et je l'ai enfermé dans un petit casier personnel de mon immeuble de bureau, un casier dont j'étais la seule à avoir la clé, enregistré sous mon identifiant d'employé. Je l'avais oublié pendant le chaos de notre réconciliation. Daniel s'était excusé. J'avais choisi de pardonner. La vie avait repris son cours. Puis l'accident est arrivé. Et pendant que j'étais inconsciente, pendant qu'ils reconstruisaient leur vie sur les ruines de la mienne, ce casier est resté là, silencieux. Attendant. Gardant chaque secret comme un fidèle soldat. 3 semaines après mon réveil, j'ai été transférée dans un centre de réadaptation. Ma collègue Priya est venue me voir. Elle ne savait pas encore pour Daniel et Sarah. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle est restée complètement silencieuse, puis m'a regardée avec l'expression la plus grave que je lui ai jamais vue. Mia, a-t-elle dit lentement. Ton casier au bureau. Personne n'y a touché. Ta clé est toujours dans ton sac. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Ce soir-là, j'ai demandé à une infirmière de m'apporter le petit sac contenant mes affaires personnelles qu'ils avaient gardées en lieu sûr pendant mon séjour à l'hôpital. À l'intérieur, mêlé à un bracelet cassé et à un baume à lèvres, se trouvait une minuscule clé en argent. Je l'ai tenue dans ma main et je me suis sentie plus forte que depuis des mois. Je ne vous dirai pas que j'ai fait quelque chose de dramatique. Je ne vous dirai pas que je suis arrivée chez eux en hurlant. Ce n'est pas dans ma nature. Au lieu de cela, j'ai contacté un avocat, un bon. J'ai présenté les preuves trouvées dans le casier. Les SMS. Le reçu. La carte signée S. L'avocat haussa un sourcil et dit, cela date de 6 mois avant l'accident. Oui, dis-je. C'est exact. En quelques semaines,
La vérité a éclaté. L'image soigneusement construite de Daniel s'est effondrée publiquement. Sarah a essayé de me joindre 17 fois. Je n'ai jamais répondu. Ma mère a pleuré et s'est excusée. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai récupéré mon appartement. Daniel payait le loyer avec un compte joint que nous n'avions jamais clôturé. Juridiquement, j'avais un recours. Nous avons trouvé un accord à l'amiable. Et la bague de fiançailles? J'avais le reçu. Elle avait été achetée avec les points de ma carte de crédit que Daniel avait utilisée sans me demander mon avis. Je l'ai récupérée aussi. On me demande si je suis en colère. Honnêtement, plus maintenant. Car pendant que j'étais inconsciente sur ce lit d'hôpital, impuissante, muette, invisible, une petite clé en argent entretenait ma vérité. Ils pensaient m'avoir effacée. Ils avaient oublié que j'avais déjà envisagé le pire. Et ce casier? Il ne contenait pas seulement des preuves. Il me contenait la version de moi qui n'a jamais cessé de se battre, même quand je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Ne sous-estimez jamais une femme discrète qui se cache derrière une porte verrouillée. Si cette histoire vous a touché différemment, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.